Après ma jeunesse et durant toute ma vie professionnelle, j'ai côtoyé le marxisme et ses adeptes communistes dont je vais vous narrer nos rencontres. Jusqu'alors, avec ma famille, je n'avais été marqué que par des faits provenant de l'Argentine, de la Tunisie et de France, que j'ai regagné après une adolescence abordée par le scoutisme. Au décès de ma mère, je suis placé sous le tutorat de mon oncle, Charles Perrin, à Montélimar. J'entreprends mes études au lycée technique Vaucanson à Grenoble pour me munir de quelques diplômes professionnels. J'y rencontre quelques élèves dégourdis qui me font miroiter les qualités du marxisme qui m'envoûtent. J'essaie de communiquer mes convictions à mon oncle, gros travailleur et respectueux, apprécié par sa famille et ses 32 employés. Il me prie, au désespoir de ma tante, d'aller voir ailleurs. Muni de mon brevet de conducteur électricien, je trouve un poste à EDF pour travailler sur des barrages pendant toutes mes périodes de vacances scolaires. Cela me permet de suivre normalement mes études d'ingénieur à l'Institut national polytechnique de Grenoble en électrotechnique, puis en électronique. En 1953, j'épouse Lucette Cros, dont le papa, Fernand, travailleur syndiqué mais pas communiste, m'aida à changer mes idées sur le pays où l'existence des camps de déportation était maintenant connue. J'entre en 1957 au Centre d'études nucléaires du CEA à Grenoble. Je crée un laboratoire d'électronique. En cours d'année, le directeur d'une division voisine me demande de réaliser, hors planification, un instrument pour un jeune stagiaire russe qui l'emmena dans son pays. En 68, la mode était de s'en prendre à la hiérarchie. Un de ces réformateurs mal intentionnés à mon égard monta en épingle cette réalisation, ce qui me culpabilisa outre mesure. Monsieur Cordel m'aida à calmer mes angoisses. L'étude approfondie des transistors nous permet de réaliser le premier contrôle de réacteurs transistorisés. Nous avons ensuite porté notre intérêt vers un des premiers ordinateurs temps réel américains. Notre compétence reconnue dans cette technologie a permis à l'ancien directeur technique du CNG, devenu directeur de Elferac, de nous confier la formation des réalisateurs de l'automatisation de la raffinerie de Faiza. Ces maîtrises accumulées ont aidé des sociétés françaises à développer leurs ordinateurs et leurs applications dans des domaines différents, tels que la médecine nucléaire et le traitement du signal. Dans notre laboratoire, certains ingénieurs étaient issus de la Russie blanche. Igor Melnik était enfant d'une famille immigrée à Rive après avoir fui Odessa. Jean-Luc Lecomte a partagé sa vie avec Ludmila Prochoukanov, fille d'un marin débarqué à Bicêtre, dans une escadre de 33 navires russes fuyant le communisme. Vladimir Spivak, époux d'Annie Spivak, responsable du service de santé de l'ensemble du personnel. Adolescent, Vladimir fut hébergé en 1945 à Mimizan chez le général Dénikine, russe, dissident réfugié en France. En avril 1960, Khrouchtchev signe avec la France un protocole pour une coopération scientifique. Plus tard, membre de la Délégation générale des sciences et technologies, je participe à Moscou aux manifestations prévues, en y associant quelques spécialistes en médecine nucléaire. En retour, Karl Kalentarov, professeur de médecine nucléaire à Moscou, vint plusieurs fois à Grenoble surveillé par Varin, son éternel garde du corps. À sa demande, il rencontre le professeur Benabid, médecin grenoblois de renommée internationale,
pour valider une expérience grâce au système Plurimat étudié au LETI dont il avait eu connaissance. L'AIEA, Agence internationale atomique, nous avait par ailleurs envoyé un stagiaire bulgare, bibliothécaire à Sofia. La DGSE, des renseignements extérieurs, vint me demander s'il était normal que ce stagiaire ait chez lui des documents techniques du laboratoire, dont ceux du Plurimat. À ma grande surprise, une personne me demande ma participation à la DGSE. Je refuse, car les activités du comité franco-russe ou les activités officielles du LETI restent normalement à leur disposition. Après un an de présence sans intérêt, l'AIEA demande un renouvellement de son stage. Je refuse ce stage inutile. Monsieur Cordel, directeur du LETI, reçoit immédiatement des autorités supérieures l'ordre de l'accepter. Cela permettait de suivre une filière bien connue des renseignements généraux. Pour ce retour au labo, il m'offrit le disque des chœurs slaves orthodoxes. Je fus amusé par ce choix sans que le hasard fasse si bien les choses. Quelque temps auparavant, en mission à Moscou, je demande au professeur Kalentarov si dans son pays de liberté je pouvais visiter un dimanche une église orthodoxe. Depuis un bord de la Moskva, il me montra du doigt l'église à environ 1 kilomètre. Je m'y rends sans lui. Une personne, sur les marches de l'église bondée, me fraye un passage jusqu'au cœur de l'église. Je fus séduit par la qualité et la ferveur des chœurs orthodoxes, ce que je ne manque pas d'indiquer au professeur Kalentarov. Mais en taquinant Karl toujours sur la liberté de visite dans son pays, je lui demande si nous pouvons visiter la clinique de médecine nucléaire où fonctionne notre Plurimat. Avec Kalentarov et Spivak, nous nous rendons dans cette unité médicale. Là, on nous dit que cette visite était impossible. Ensuite, la traduction de leur conversation par Spivak, dont la langue maternelle était le russe, il nous dit que notre Plurimat était à l'Institut aéronautique de Moscou. Cet incident précis et révélateur nous permit de répondre partiellement à la question que nous posa M. Goulet, un des directeurs de la société Intertechnique. Comment se fait-il que nous exportions autant de Plurimat qualifiés de médicaux en URSS ? Dernièrement, un jeune russe a publié son amour de Plurimat devenu multivin et il indique les conditions semi-loyales dont ses parents ont dû l'informer. Plus tard, nous avons réalisé en collaboration avec l'entreprise grenobloise Glace à Metz un ensemble différent pour un institut agronomique de Moscou. Conçue en 1971, elle se termina en fin 72. Il s'agissait d'un dispositif composé d'un accélérateur d'électrons qui bombardait une source de neutrons. Les neutrons traversent les échantillons agronomiques dont l'évolution s'évalue par la mesure des pics de diffraction neutronique vus sur un sélecteur à multiples canaux. Dans cet institut, un jeune russe m'avait fait visiter la cave où se trouvaient rangés des ordinateurs et quelques instruments d'origine américaine, correspondant à ceux que nous utilisions pour fabriquer les neutrons. Mais en l'état, il est délicat de comparer le canal d'importation du domaine médical à celui de l'agronomie. Au LETI, je n'ai pu suivre que de loin l'évolution qui a suivi mon départ à la retraite. À la tête du département système, M. Bernard Barbier, ingénieur de centrale de Paris, me remplace. Il affectionnait la cryptographie et pour cela était-il déjà en contact avec la DGSE. Il devient rapidement directeur du LETI, où les directeurs se succèdent rapidement. À sa retraite, il regagne officiellement la DGSE, dont il devient directeur national à la satisfaction des services de renseignement américains. Il est clair que les activités du LETI étaient pour la DGSE
mieux protégé que du temps du stagiaire bulgare. Mais pendant la présence provisoire des communistes au gouvernement, nous avons eu leur visite. À leur départ du pouvoir, leur chef de cabinet de la santé hérita d'un poste important dans les recherches médicales du CEA. Sans prévenir le professeur Kalentarov, je l'ai attiré dans un gentil guet-apens en l'emmenant discrètement à l'ermitage de Parménie. Il apprécia la présence de l'abbé Burker, fondateur de ces lieux. Abbé de nationalité américaine, Révélant son origine hollandaise, Karl lui demanda s'il était apparenté à un prêtre, soldat de la marine hollandaise, décédé jadis lors d'une tentative d'attaque des États-Unis. L'abbé, stupéfait, acquiesça. Et aujourd'hui, qu'est devenu Karl Kalentarov, cet amoureux de la culture? Il en a bien profité. Mais il a peut-être trop montré. Sa dernière information concernait son épouse qui avait été conduite dans un centre d'aliénés. Nous ne savons pas ce que lui-même est devenu.